suis Yves Frémion, je suis écrivain, je suis notamment, un spécialiste des questions de dessin, iconologue, comme on dit. Et j'ai publié pas mal de livres sur cette question, mais j'ai publié aussi plus d'une centaine d'autres livres dans tous les genres, dans tous les domaines. Alors, de quoi parle votre livre? Alors, mon livre s'intitule De la caricature à Charlie Hebdo. La caricature et Charlie Hebdo, c'est des noms de journaux. Et le sous-titre, c'est Histoire du dessin politique et d'actualité 1830-2015. Alors, 1830, c'est la naissance de la caricature. C'est surtout après la révolution de 1830, qui dure 3 jours, les 3 glorieuses, il y a une loi sur la liberté de la presse qui est extrêmement favorable à tout le monde, exemplaire. Et du coup, ça fait exploser le nombre de publications, notamment satiriques, et qui sont assez insolentes avec tous les pouvoirs. Et Charlie Hebdo, vous savez tous qu'il y a eu un attentat en 2015 qui a été pour moi le plus grand attentat contre la liberté d'expression qu'il y ait jamais eu dans le monde, en tout cas le plus radical. Et donc ça me paraissait bien d'arrêter mon livre là, d'autant plus que je l'ai commencé en 2017 par là, donc c'était à chaud. Et puis à cause de Covid, à cause de plein de soucis, ce livre finalement sort avec 4 ou 5 ans de retard. Et pour le 10e anniversaire en fait de ce terrible attentat, d'ailleurs le livre est dédié aux 5 dessinateurs qui ont été tués lors de cet attentat. Et alors, quelle était votre intention en écrivant ce livre? Alors, moi, j'ai une vision assez historique des choses qui m'intéressent. Et ce livre, en fait, fait écho à un petit livre que j'avais fait sur la bande dessinée, qui est la seule histoire de la bande dessinée francophone qui existe. Les autres, c'est des anthologies, c'est des dictionnaires, c'est qui sont très bien d'ailleurs, sont des très bons outils et faits par des gens en général compétents, mais c'est pas historique, c'est-à-dire pas chronologique, qu'on voit comment évoluent les genres, les publications, etc. Et donc, je suis parti là-dessus, sur cette idée de faire une histoire du dessin de presse dans le créneau chronologique que je disais tout à l'heure, et d'essayer de le raconter période par période. Alors ça, c'est une méthode qui est très simple, parce que vous avez des périodes non seulement dans la culture, mais dans les sociétés, qui correspondent à des grosses coupures. Alors évidemment, les grandes guerres, c'est des grosses coupures, et les périodes les plus répressives sont aussi des grosses coupures, etc. Donc là, c'était très simple, c'était 1830 jusqu'à la révolution de 48, entre 2 révolutions. Après, on avait l'Empire, alors là, tour de vis. Après 10 ans après la Commune, il y a à nouveau la liberté de la presse en 1881, et jusqu'à presque la guerre de 14, c'est la plus grande période de la satire, puisqu'il y a des centaines et des centaines de revues satiriques. Certaines durent 2 numéros, mais enfin, bon, on a des titres dans tous les coins. Et après, il y a la guerre de 14, après, il y a l'entre-deux-guerres, après, il y a la guerre de 39-45, bon, etc. C'était comme ça. Donc, dans chacune de ces périodes, je me suis dit, quels sont les artistes qui incarnent le mieux cette période? Même si un artiste a été sur plusieurs périodes, il y a un moment où c'est lui qui incarne ce dessin. Et donc, j'ai chaque fois mis 2, parfois 3 très grandes figures que j'ai étudiées, enfin dont j'ai fait la biographie un peu développée. Et puis après, je me suis dit, bon, ça c'est les phares, mais il y a aussi plein d'autres dessinateurs qui sont importants, donc ils sont aussi analysés de manière un peu plus courte. Et puis, il faut jamais oublier, alors, soit des petits maîtres, mais très intéressants, très à part, soit des gens, parce que beaucoup de dessinateurs, même les dessinateurs d'humour, sont pas toujours des dessinateurs politiques. Il y a des très grands noms du dessin d'humour qui ne sont pas dans mon livre. Il n'y a pas Chaval, il n'y a pas parce que leur œuvre politique est tellement minuscule ou inexistante que non, on ne pouvait pas les mettre. Mais par contre, il y a des gens qui ont été à un moment de leur vie. C'est le cas de Gustave Doré ou de Sampé, pour prendre des exemples de gens qu'il fallait quand même mettre, mais qui sont pas en matière de dessin politique et d'actualité des grands noms. Simplement, ils comptent. Voilà.
Et tout ça très illustré, bien sûr. De toute façon, je crois qu'il y a peut-être quelques dessinateurs dont il n'y a pas de dessin pour des raisons de maquette, mais j'ai essayé de mettre au moins un dessin de tout le monde. Alors, vous avez dit que le point de départ chronologique, c'était 1830. Alors, qu'est-ce qui se passe en 1830? En 1830, donc, il y a une menace de renversement de la royauté. Mais il y a un type assez intelligent dans la famille royale qui, après Louis XVIII, qui est un consternant personnage, un imbécile total, comprend qu'il faut lâcher du lest. C'est un peu le Philippe Égalité de 1830. Et donc, grâce à lui, la royauté se maintient, mais c'est une royauté beaucoup plus libérale. Et je prends libérale au sens de cette époque-là, pas le nôtre. Et donc, il promeut une loi qui laisse qui est sur la liberté d'expression en général. Or, juste avant 1830, il y a un journal qui s'est créé, je crois que c'est en 1829, je dis ça de mémoire parce que j'ai bossé sur ce livre il y a très longtemps, surtout que j'ai commencé par ce chapitre, donc j'ai travaillé il y a très longtemps, qui s'appelle La Silhouette, dans lequel il y a quelques dessinateurs assez intéressants. Et dedans, il y a un personnage absolument extraordinaire, pour qui j'ai une grande révérence, qui s'appelle Philippon. Alors Philippon, il est dessinateur, c'est pas le meilleur dessinateur de son époque, c'est un peu le Cavana de l'époque. Et il va se révéler être le Cavana et le Choron, à la fois, pour prendre des exemples dans Charlie Hebdo. C'est-à-dire, il y a le génie qui a le flair, qui sait repérer tous les bons dessinateurs, et puis celui qui sait organiser la vente, la commercialisation, etc., la réussite, finalement, populaire de la très bonne idée de l'autre. Sauf que Philippon, il a eu les deux. Et Philippon, il n'y a pas un grand dessinateur de l'époque qui lui a échappé. Il les a tous, ou découverts, ou embauchés. Il a par exemple découvert, alors pas en 1830, mais un peu plus tard, il a découvert Gustave Doré qui avait 16 ans. Il l'embauche à 16 ans. Donc, tous les grands noms du dessin de la première moitié du 19e siècle sont dans la caricature, et la caricature est vite interdite, je vais expliquer pourquoi. Et après, il y a le Charivari, mais c'est pareil. Les publications de Philippon, il a fait, je sais pas, une bonne vingtaine de journaux jusqu'à sa mort, en 1860 et quelques, si je me souviens bien. Et tout le gratin du dessin politique et du dessin d'humour a été dans ces publications. Alors, il faut savoir qu'en 1833, 34, je sais plus, il y a quelqu'un qui essaie de tuer le nouveau roi, Fieschi, l'attentat de Fieschi, et là, le tournevis tourne dans l'autre sens. Et donc, Philippon va ruser, il va réussir à temps en temps à passer des dessins assez difficiles, à imposer à la censure. Enfin, il arrive, il a des censures, voilà. Et c'est lui qui est le fameux auteur des Trois Poires, dont d'ailleurs une se trouve en couverture du livre, parce que d'abord c'est un tel chef-d'œuvre et c'est tellement emblématique de ce combat pour la liberté de la presse. D'ailleurs, l'histoire est formidable. Je peux la raconter là, parce que en fait, il a fait un dessin où les partisans du roi trouvent qu'il a fait la gueule de Louis-Philippe un peu en forme de poire. Tribunal. Il arrive, et puis dans l'interrogatoire, il sort de sa poche un petit carnet, un crayon, et il dessine le portrait, alors assez réaliste, du roi, deux autres évolutions jusqu'à la forme d'une poire. Et il montre en 4 dessins, qui font un dessin animé très bref mais formidable, il montre comment on passe de la tronche du roi à une poire, et pour montrer qu'il est piriforme, comme on dit. Il fait ça debout, sur un croquis, et il passe ça au tribunal. Évidemment, tout le monde va voir ce dessin, tout le monde hurle de rire, et le lendemain, il le publie dans sa revue. Et bon, comme il l'a dessiné très vite, il le redessine un peu mieux, je crois en 3 images. Et puis, comme il sait qu'il n'est pas le meilleur dessinateur de l'époque, il le fait redessiner par Daumier, et c'est celui par Daumier qu'on voit dans tous les livres d'histoire. Voilà. Mais
historique, quoi. C'est vraiment formidable. Alors, alors, évidemment, on traverse le 19e siècle, notamment avec Philippon, pendant quand même un certain nombre d'années au 19e siècle. Après, il y a la période de la Troisième République, et vous avez coupé la période de la Troisième République en deux, avec avant 1900 et après 1900. Ça commence un peu avant 1900, en fait, parce que, alors je vous disais, en 1881, on amnistie les communards, Louise Michel rentre de Nouvelle-Calédonie, et il y a à nouveau la liberté de la presse. Donc, explosion de trucs, une période très riche, et c'est là quand, si je me souviens bien, 1894, je cite de mémoire, vérifié dans mon livre, de 1894 se crée Le Rire, qui est un journal pas très politique, mais vraiment où tout le monde passe, et 2 ans après, l'assiette au beurre, la fameuse assiette au beurre. Et ça va durer jusque vers 1908-1909. À l'époque, c'est le préfet Lépine, qui est aussi un personnage curieux. Et évidemment, alors il faut expliquer que à cette époque, vous avez des journaux d'extrême droite et des journaux d'extrême droite et d'extrême gauche. Ils se répondent l'un l'autre. Par exemple, le Psst, c'est le titre, qui est le journal de Carandache et Forain, qui sont les 2 plus grands antisémites de l'époque. C'est un journal qui est immonde sur Zola, sur Dreyfus, sur tous les gens qui le défendent. Et il y a un dessinateur anarchiste qui est Maximilien Luce, formidable dessinateur d'ailleurs, qui lui fait la réplique qui s'appelle Le Sifflet. Et d'une semaine sur l'autre, ils se répondent. Et néanmoins, surtout avec l'arrivée de l'assiette au beurre, il y a un journal essentiellement d'extrême gauche, même si Carandache, il va faire un numéro, mais enfin bon, dans l'ensemble, c'est majoritairement les grands dessinateurs, Anard, comme Josso, comme Grandjouan, comme Delannoy, bon, tous ces très grands dessinateurs. C'est la période bénie vraiment du dessin de presse. Et vers 1908-9, Lépine, il en a un peu marre que ce soit si insolent, antimilitariste surtout, puisqu'il y a les grands congrès antimilitaristes à cette époque. Il décide de mettre un holà. Alors il va voir le patron, Schwartz, qui, comme son patronyme l'indique, 1 est juif et 2 est quelqu'un qui fait fonctionner l'assiette au beurre, qui est un journal un peu cher, parce qu'il est assez luxueux, tous les bourgeois qui l'achètent. Il pourrait pas le faire vivre s'il n'était pas un tenancier de bordel. Il dirige des bordels, ou en tout cas il est propriétaire de bordels. Lépine le sait bien entendu, ne serait-ce que parce que ses patrons à lui, il les fréquente. Et il lui dit, bon, si tu veux pas que ça se révèle, calme tes troupes. Puis après, il y a la guerre de 14, qui est une autre époque. Donc, voilà, c'était pour décrire cette période extraordinaire. Rappelez qu'il y avait des centaines de revues satiriques et qu'aujourd'hui en France, on en a 3. Non, mais ça donne une idée quand même. Imaginez que vous avez 100 Charlie Hebdo, 100 Ciné Mensuel, 100 Canard Enchaîné, et que en plus vous avez l'équivalent à l'extrême droite. Parce qu'en général, la satire est rarement centriste. Ouais. On peut comprendre. C'est vrai. Et alors arrive la Première Guerre mondiale, Ouais. et on peut peut-être mettre les 2 guerres ensemble. Qu'est-ce qui se passe pendant les 2 guerres? Est-ce que pendant la Première Guerre mondiale, on est forcément patriote, et pendant la Seconde Guerre mondiale, on est forcément collaborationniste? Comment ça se passe? Alors c'est compliqué parce que justement, c'est pas la même chose les 2 guerres. La guerre de 14, l'état-major et le gouvernement vont encourager le dessin à mort, à condition évidemment qu'ils soient anti-Bosch, hein, soyons clairs. Ceux qui sont pacifistes, comme Gus Boffa ou Stanley est suisse, donc lui, il peut un peu faire ce qu'il veut, mais les autres, ils peuvent pas publier des dessins contre la guerre. Enfin, ils peuvent essayer. Si vous lisez une collection de la Baïonnette, vous verrez des placards blancs, blanchis par la censure, bien sûr. Mais il y en a qui s'en tirent, comme Boffa. Boffa, par exemple, fait une série dans la Baïonnette, qui est très chouette, où il décrit la guerre au Moyen-Âge. Donc, il peut montrer les horreurs, il peut montrer les trucs comme ça. Bon, tout le monde comprend, mais l'état-major ferme sa gueule. Et puis, vous avez ceux qui vont continuer à faire des gags qui parlent pas forcément de la guerre. Bon, alors, de toute façon, même si on est pacifiste, même si on n'est pas patriote, le Crown Prince est
et Guillaume II sont de telles caricatures. C'est un peu comme aujourd'hui, on peut être de droite et trouver que Trump est un imbécile. Et ben là, c'est pareil. Donc ils peuvent faire des dessins. Il y a des dessins qui sont possibles. Puis il y en a d'autres qui peuvent montrer la vie des poilus aussi. Parce que bon, quand même, c'est des gens qui risquent leur vie, qui vivent dans la boue, dans la merde et dans la misère. Bon, ça peut être des sujets que tout le monde peut traiter. Donc, il y a quand même 4 années difficiles pour certains d'entre eux. Mais ceux qui basculent dans le patriotisme, alors ceux-là, ils y vont à fond. Un gentil, je mets des guillemets, dessinateur comme Poulbeau, par exemple, Beaufat ne lui pardonnera jamais, reprend les falsifications que balance l'état-major sur le fait que les Allemands coupent les bras des enfants, par exemple. C'est que c'est totalement bidon, c'est fake news, c'est pas Trump qui les a inventés. Hein, bon. Et du coup, il y a des dessins, même si on admire beaucoup le dessinateur, aujourd'hui, ça nous paraît un peu comme ça. Et puis, il y a de la grosse rigolade, parce qu'on se fout des Allemands avec leur la Kultur allemande, pour les dessinateurs, c'est les pommes de terre et les saucisses, c'est des grosses nanas, moches, etc. Bon, tout le monde s'en fout comme ça, quoi. Et puis, comme énormément de dessinateurs sont au front, d'ailleurs, j'ai publié dans Papier Nickelé la liste de tous les dessinateurs qui ont été tués au front, ou blessés ou gazés, il y a un créneau pour les femmes. C'est vraiment la naissance du dessin de presse. Enfin, c'est pas la naissance, parce qu'il y en avait au 19e, mais c'était des dessins, on va dire, très légers, un peu comme la Vogue girly dans la BD, c'est-à-dire, bon, on parle des hommes, on parle des tenues, les trucs clichés, quoi. Mais par contre, là, les femmes peuvent travailler à la baïonnette. Par exemple, la baïonnette, il y en a beaucoup, ou dans les autres revues. Alors, soit elles parlent de l'arrière, parce qu'elles sont pas sur le front. Alors, elles vont parler, quand elles parlent de la guerre, ça peut être, comme fait la meilleure d'entre elles, qui est Gerda Wegner. Gerda Wegner, elle adore montrer, elle aime bien les milieux un peu chics. Alors, on voit une dame très, très bien habillée de la haute bourgeoisie et qui accueille le bel officier blessé, mais juste au bras, hein, il est pas éclopé, avec son lévrier afghan à côté, enfin bon. Alors il y a des trucs comme ça. Il y en a qui montrent au contraire le travail des femmes, parce que les femmes sont dans les usines à ce moment-là. Il faut fabriquer des obus, il faut faire tourner la machine, tourner la société. Et donc, en fait, c'est une période où les femmes se réapproprient les fonctions jusque-là réservées aux hommes, y compris dans le dessin. Et il y a de très 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 bonnes dessinatrices, comme Le Quai, voilà. J'ai fait d'ailleurs aussi dans Papier Nickelé le dictionnaire des femmes pendant la guerre de 14, des femmes dessinatrices pendant la guerre de 14. Et ça, c'est quelque chose qu'on reverra pas pendant la guerre de 39-45, parce qu'en 39-45, là, il y a l'occupation du pays. Jamais oublier ça, par l'ennemi. Et donc, ceux qui arrivent à faire des dessins, ou ça, c'est dans des fanzines pourries au maquis, ou alors c'est parce qu'ils sont partis à l'ombre. Il s'est fait à l'extérieur. C'est le cas de Tim, par exemple, que j'ai choisi comme phare de cette époque résistante, qui est communiste à l'époque. Et les grands dessinateurs, c'est les dessinateurs d'extrême droite. Alors, il faut savoir que l'entre-deux-guerres, autant la période 1900 jusqu'à 14 était l'assiette au beurre qui dominait et qui était d'extrême gauche, autant la période entre les deux guerres est dominée par les dessinateurs d'extrême droite, par les revues d'extrême droite. Rappelons que c'est quand même l'époque de 34, hein, de la tentative de putsch d'extrême droite, et puis après, ça va être une avalanche contre ces salopards de bolcheviques que sont Édouard Herriot ou Léon Blum, qui sont en fait... Aujourd'hui, c'est des socialistes modérés, c'est des François Hollande au mieux, quoi. Et donc, on a des revues, mais alors avec des idées formidables. Alors formidables, guillemets aussi, parce que l'idée graphique est bonne, mais le contenu, on n'est pas forcément d'accord avec, quoi. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est de regarder le parcours des dessinateurs. Alors, je prends 2 exemples. Je prends un dessinateur qui est dans toutes les revues de gauche, s'appelle Yvan Roy.
formidable dessinateur. Vraiment, c'est vraiment très bien. On l'a complètement oublié. Moi, je voudrais le réhabiliter. Il travaille dans les revues, dans Marianne et tout ça. Puis, arrive la guerre. Il passe à l'extrême droite complètement. Alors, ses copains lui disent, mais qu'est-ce qu'il te prend? Ah ouais, mais il paye vachement mieux. Alors ça, c'est un exemple. Exemple contraire, le grand dessinateur de l'entre-deux-guerres, c'est Sénèpe. D'abord parce qu'il a l'intelligence de faire des albums, et donc lui, il est resté dans la mémoire, on les trouve opus, etc. Et Sénèpe, qui travaille énormément, il est tout à fait à l'extrême droite. Dès les années 20, il fait peut-être une plaquette sur papier de boucherie, où il explique qu'il faut accrocher à des crocs de boucher, Édouard Herriot, etc. Enfin, des trucs avec que de la couleur rouge, enfin bon. Et donc, il est dans toutes ces revues, etc. Puis arrive à ce moment-là, dans l'histoire, Mussolini en Italie, qui pour lui, c'est vraiment un guignol, et Hitler, et les abomine, mais alors, d'entrée, toutes les deux. Les dessins les plus terribles qu'on a fait contre Hitler, même avant 39, c'est Sénèpe qui les fait. Et tas d'assassins, etc. Alors, il est nationaliste, et il faut comprendre une chose qui n'est pas trop dite dans les livres d'histoire. C'est que quand on est nationaliste, on ne supporte pas l'occupation du territoire national par un autre pays. Donc, la plupart des nationalistes vont être résistants. Il n'y a pas que les gaullistes et les communistes. Il y a aussi les croix de feu, par exemple, vont être résistants. Il y en a d'autres qui vont être collabos à mort, mais je veux dire, Sénèpe, il est comme ça. Et donc, pendant toute l'occupation, alors que toute la presse nazie ou pétainiste est à ses genoux pour qu'il leur fasse des dessins, il refuse. Et évidemment, après la guerre, il est gaulliste. Et donc là, il reprend le dessin, mais il n'a pas la hargne qu'il avait ni d'extrême droite contre les gens de gauche, ni contre Hitler et Mussolini. Et c'est là qu'il est bon, quoi. Voilà. Alors c'est très intéressant quand on regarde l'histoire du dessin et l'histoire des dessinateurs. En fait, on raconte l'histoire de la société, on raconte l'histoire du monde. Enfin là, de la France, parce que je me suis borné à la France quand même. Voilà. Pas exagéré. Et alors, il y a énormément de notices biographiques. Je pense qu'il n'y a pas un mystère grand sur mes positions politiques. Mais par contre, j'ai fait un livre d'historien, c'est-à-dire que quand un dessinateur était important, même si c'était à l'opposé total de mes idées, j'en parle de lui comme il est. Par exemple, le grand dessinateur de la collaboration, c'est Ralph Soupeau. J'ai fait un grand chapitre sur Ralph Soupeau, qui est un formidable dessinateur. Il dessine vachement bien. Il a des idées percutantes, des idées anti-bolcheviques, anti-anglaises, très fortes. C'est pas les miennes. Voilà. Enfin, parfois, c'est limite. Je veux dire que quand il attaque Staline ou Trotsky, ça me gêne pas, quoi. Mais enfin, disons que voilà, j'ai essayé de trouver cet équilibre et de voir un peu qui domine. Alors, je te parlais entre deux guerres l'extrême droite. Il est clair qu'après 68, c'est tout à fait le contraire. Hein, c'est les grandes époques, Charlie Hebdo, tout ça. Et donc ça, il faut le dire, il faut l'expliquer, il faut montrer qui sont les gens importants, et même parfois reconnaître l'importance de dessinateurs. Ils sont pas mes préférés. Par exemple, dans la deuxième partie du 19e siècle, les deux grands que j'ai mis, c'est Gilles, que j'aime beaucoup, et Bertal, qui lui est vraiment un dessinateur bourgeois très très à droite, mais il est partout, il compte, et il a fait un livre sur la Commune, un album entier sur la Commune, anticommunard, mais bon, voilà, il y en a pas beaucoup qui ont pu le faire. Et pareil, j'ai accordé beaucoup d'importance à Plantu, par exemple, pas forcément mon dessinateur favori, mais dans la période où il a été au monde, on ne peut pas le contourner, il est partout. Puis, bon, Cartooning for Peace, c'est une très bonne idée. Et puis, bon, voilà. Donc, je l'ai mis au même niveau où j'ai pu mettre mes dessinateurs favoris comme Willem, Rezer, voilà. Et alors, bah, justement, on arrive à la période contemporaine, notre période. Quel avenir vous voyez au dessin de presse, au dessin politique, à la caricature politique? Alors, je l'esquisse un peu, parce que je disais que j'arrêtais le livre à l'attentat de 2015. Donc, je ne parle pas des dessinateurs qui ont émergé après, ce que j'appelle la génération post-Charlie Hebdo. Donc, la plupart de mes copains, je me contente de les citer très très vite, sauf ceux qui
avant 2015, j'avais commencé un peu à travailler vraiment dans des journaux. Pourquoi alors d'abord parce que quand j'ai fait le livre, c'était avant 2020, hein. Après je l'ai un peu corrigé, mais disons le gros du livre était terminé à cette époque. J'avais absolument aucun recul sur une période 2015, machin. Et 2015, c'était une coupure fondamentale. Pas celle, enfin, si, à cause de l'attentat, parce que l'attentat a tout changé dans le dessin de presse. Parce qu'il a flanqué une telle trouille aux rédacteurs en chef et aux éditeurs que plus personne ne veut de dessin politique. Plus personne. Quelle que soit leur tendance. Et du coup, ils ont quasiment disparu de la plupart des revues. Il en reste quelques-uns, mais c'est terrifiant, quoi. D'autant plus que bon, des gens comme Plantu ont pris leur retraite, enfin des gens qui étaient très installés sont plus là. D'autres se sont fait virer, je pense à Xavier Gors, bon, des gens comme ça. Willem aussi a pris sa retraite. Donc, il y a à la fois cette terreur des rédacteurs en chef. Alors, en même temps, on peut la comprendre parce que ils ont la responsabilité de gens, on connaît leur adresse. Bon, ils ont peur qu'il y ait un attentat. Ça, je veux dire, je leur jette pas la pierre, mais en même temps, je me dis que si, par exemple, au moment où il y avait eu l'affaire dite des caricatures de Mahomet, Charlie Hebdo les avait reproduites, et puis un autre journal, je sais pas si c'est pas le Figaro ou je sais pas quoi, qui avait lu, je crois, le mec a été viré tout de suite. Toute la presse aurait dû les publier, immédiatement. Et l'affaire se serait éteinte. Complètement. C'est la stratégie, je dis, du roi de Norvège, lorsque les nazis ont décidé de persécuter les juifs dans son pays, les obliger à porter l'étoile jaune. Il s'est montré à tout le monde avec l'étoile jaune. Et ça, voilà. Il y a des moments où il faut avoir du courage et d'autres moments où c'est moins utile, mais les moments où c'est utile, il faut. Et là, du coup, les dessinateurs eux-mêmes ont intégré. Alors d'abord, ils ont intégré le fait qu'il fallait qu'ils fassent un autre boulot pour gagner leur croûte, parce que la plupart crèvent la dalle, hein, faut le savoir, aujourd'hui, alors que c'était pas le cas avant. Et ils font des dessins peut-être moins pugnaces. Ou alors ils le font de manière un peu plus détournée. C'est-à-dire que le dessin, y compris en France, qui est quand même pays de l'insolence, le pays du rejet de tous les pouvoirs, y compris du pouvoir religieux, avec notre loi de 1905. On est pionnier là-dedans. Un jour, le monde entier fonctionnera comme ça. Mais on fonctionne un peu comme les dessinateurs du tiers-monde. Notamment les dessinateurs qui, quand j'ai dessinateur, entendons bien, dessinateurs, dessinatrices, parce qu'il y a de plus en plus de dessinatrices maintenant dans tous les pays du monde, qui vivent sous des dictatures ou des régimes très très autoritaires, et où on n'a pas le droit de s'attaquer à ceci, à cela. Vous savez, la fameuse liste du Figaro de Beaumarchais, on dit on peut tout faire à condition de ne pas parler de ça et ça, il y a 2 pages. Ils font gaffe. Ou alors, ils font pas gaffe, mais on leur sectionne pas leur meilleur dessin. Un bon dessinateur de presse d'actualité aujourd'hui, qui s'est travaillé par exemple pour les quotidiens et tout ça, tous les jours, il fait 8, 10, 12 dessins. Évidemment, il va pas tous les vendre. Avant, on lui prenait les meilleurs. Maintenant, on lui prend les moins bons. Et ça, je le sais parce qu'à un moment, j'ai été rédacteur en chef d'un magazine qui n'a pas duré très longtemps, qui a duré 1 an, qui s'appelait Barricade. Et on pouvait pas payer les gens au départ. D'ailleurs, finalement, on les a jamais payés. On n'a jamais vendu assez pour pouvoir les payer. Ou pour me payer moi, d'ailleurs. Et j'ai dit, écoutez, pour l'instant, je peux pas payer. Alors, ne travaillez pas pour nous, mais filez-moi vos dessins qu'on vous a pas pris. Et j'ai fait un magazine. Tout le monde disait, waouh, les dessins formidables. Comment tu fais pour obtenir des dessins? C'est pas difficile. Ils les ont, ils les publient pas. Ou alors, ils les publient sur le net, puisqu'il y a des sites maintenant où les dessinateurs mettent leurs dessins qui leur plaisent et qui ne sont pas forcément ceux qu'on a vus dans la presse. Et du coup, on est dans une période qui n'est pas une période bénie pour le dessin de presse. Mais il n'y a pas de pays au monde où elle l'est. Et dans les pays, par exemple, dans les pays intégristes, les pays du Maghreb, les pays de l'Est,
tous ces pays un peu dictatoriaux, la plupart des dessinateurs ne travaillent que sur les réseaux sociaux. Parce qu'il suffit qu'ils aient un ennui une fois, et plus un journal ne veut les passer. Même les journaux qui ont les mêmes idées qu'eux, parce que voilà, ils préfèrent se passer d'un dessinateur que de se passer de leur journal, on comprend bien. C'est humain tout ça, mais c'est une sale période. Et avec le fait qu'on rentre dans une période où toutes les grandes puissances ont à la tête quelqu'un d'extrême droite, que ce soit la Russie, les États-Unis, l'Inde, la Chine, tous les grandes puissances mondiales ont quelqu'un d'extrême droite à leur tête. Ce qui n'empêche pas qu'il y en ait aussi dans quelques pays plus petits. Donc c'est une période qui va être épouvantable pour la satire en général et pour les dessinateurs de presse.